Chapitre 15. Kira ouvrit lentement les yeux, désorientée, en se demandant où elle se trouvait. Elle vit un plafond de pierre très haut, et la lueur des flammes qui dansaient sur les murs. Elle sentit qu'elle était allongée sur un lit de fourrure luxueuse. Elle n'y comprenait rien. La dernière chose dont elle se souvenait était qu'elle s'était écroulée dans la neige en étant sûre qu'elle allait mourir. Kira releva la tête et regarda autour d'elle en s'attendant à découvrir la forêt enneigée autour d'elle. Mais au lieu de cela, elle vit de nombreux visages qui lui étaient familiers. Son père, ses frères Brandon, Braxton et Aidan, Anvin, Artfael, Vidar et une dizaine des meilleurs guerriers de son père. Elle était de retour au fort, dans sa chambre, dans son lit, et tous la regardaient d'un air inquiet. Kira sentit une pression sur son bras, et en tournant la tête, elle vit Lyra, la guérisseuse de la cour, aux grands yeux noisettes et aux longs cheveux argentés qui lui prenaient le pouls. Kira ouvrit en grand les yeux en réalisant qu'elle ne se trouvait plus dans les bois. Elle avait réussi à rentrer. Elle entendit un gémissement à ses côtés, et sentit la truffe de Léo dans sa main, et réalisa qu'il avait dû les mener jusqu'à elle. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, les idées embrouillées en essayant de reconstituer le cours des événements. L'assemblée sembla soulagée de la voir se réveiller et parler. Son père s'approcha, le remords et le soulagement se lisant sur son visage. Il lui prit fermement la main. Aidan se précipita vers elle et lui prit l'autre main. Elle leur sourit. « Kira, » dit son père, la voix pleine de compassion, « tu es à la maison à présent, en sécurité. » Kira vit à quel point il se sentait coupable, et tout lui revint, leur dispute de la nuit précédente. Elle réalisa qu'il avait dû se sentir responsable. Après tout, c'était à cause de ses paroles qu'elle avait pris la fuite. Kira sentit un picotement et poussa un cri de douleur. Lyra venait de lui déposer un chiffon froid recouvert d'un onguent sur la joue, et cela raviva la douleur de sa blessure avant de l'apaiser. « L'eau du nénuphar, » explique doucement Lyra. « J'ai dû tester 6 onguents pour trouver ce qui soignerait cette blessure. Tu as de la chance que nous puissions nous en occuper, car l'infection est déjà avancée. » Son père regarda sa joue avec un regard inquiet. « Dis-nous ce qui t'est arrivé, » dit-il. « Qui t'a fait ça ?» Kira se redressa sur un coude, et ce faisant, sa tête se mit à tourner. Elle sentait que tout le monde la regardait en silence. Elle essaya de se rappeler les événements. « Je me souviens, » commença-t-elle d'une voix rouillée, « la tempête, les flammes, le bois des épines. » Son père fronça les sourcils d'inquiétude. « Pourquoi es-tu allé là-bas » demanda-t-il. « Pourquoi t'être aventuré aussi loin une nuit pareille ?» Elle essaya de se souvenir. « Je voulais voir les flammes de mes propres yeux, » dit-elle. « Puis j'ai cherché un abri, je me souviens, du lac des rêves, et aussi d'une femme. »« Une femme » demanda-t-il. « Dans le bois des épines ?» Elle était vieille, la neige ne se déposait pas sur elle. « Une sorcière » murmura Vidar. « Ce genre de chose peut arriver le soir de la lune d'hiver, » ajouta Artfael. « Et que t'a-t-elle dit » lui demanda son père inquiet. Kira pouvait voir la confusion et l'inquiétude sur leur visage, et elle décida de ne pas leur parler de la prophétie, ni de son futur. Elle essayait elle-même de comprendre tout ceci, et elle eut peur qu'ils ne la prennent pour une folle, si elle ne leur révélait tout cela. « Je ne me souviens pas. »« T'a-t-elle fait cela » lui demanda son père, en montrant sa joue. Kira secoua la tête, et la gorge sèche avala sa salive. Lyra s'empressa de lui donner de l'eau avec une outre. En buvant, elle se rendit compte à quel point elle était déshydratée. « Il y a eu un cri perçant, » continua Kira, « comme je n'en avais jamais entendu. » Se sentant plus lucide, elle s'assit, et les événements lui revinrent petit à petit. Elle regarda son père droit dans les yeux, en se demandant comment il allait réagir. « Le cri d'un dragon !» lâcha-t-elle en se raidissant, prête à entendre leur réaction, et se demandant s'ils la croiraient. Un murmure sceptique emplit la salle. Un silence lourd s'installa, tous semblaient incrédules. Personne ne prit la parole pendant ce qui lui sembla une éternité. Puis finalement, son père secoua la tête. « Les dragons n'ont pas visité Escalon depuis des milliers d'années. Tu as dû entendre autre chose. Tes oreilles t'ont peut-être joué un tour. » Tonos, l'historien et philosophe du précédent roi, et résidant désormais à Volis, s'avança. Il avait une longue barbe et s'appuyait sur son bâton. Il parlait rarement, mais lorsqu'il prenait la parole, il inspirait toujours beaucoup de respect. C'était un être de grande sagesse, et possédant un grand savoir sur des choses oubliées. « Le soir de la lune d'hiver, »
dit-il d'une voix éraillée. De telles choses sont possibles. Je l'ai vu, insista Kira. Je l'ai sauvé. Sauvé demanda son père en la regardant comme si elle était folle. Toi, tu as sauvé un dragon? Tous les hommes se regardèrent comme si elle avait perdu la tête. C'est la blessure, dit Vidar. Elle n'a plus les idées très claires. Kira rougit, désespérée qu'il la croie. J'ai les idées très claires, insista-t-elle. Je ne suis pas une menteuse. Elle les regarda d'un air désespéré. Vous ai-je déjà menti leur demanda-t-elle. Ils la regardèrent incertains. Laissez-lui une chance, dit Vidar. Laissons-la parler. Son père lui fit signe. Vas-y, l'encouragea-t-il. Kira se passa la langue sur les lèvres et s'assit bien droite. Le dragon était blessé. Les hommes du Seigneur l'avaient pris au piège. Ils allaient le tuer. Je ne pouvais pas le laisser mourir, pas de cette façon. Qu'as-tu fait demanda Anvin, semblant moins sceptique que les autres. Je les ai tués, dit-elle en revoyant la scène, sa voix soudain lourde, réalisant à quel point son histoire avait l'air incongrue. Elle avait elle-même du mal à y croire. Je les ai tous tués. Un silence encore plus long que le premier s'installa. Je sais que vous ne me croyez pas, ajouta-t-elle finalement. Son père s'éclaircit la gorge et lui serra la main. Kira, dit-il d'un air sombre, nous avons trouvé 5 hommes morts à proximité de toi, des hommes du Seigneur. Si ce que tu dis est vrai, réalises-tu à quel point cela est grave? As-tu conscience de ce que tu as fait? Je n'avais pas le choix, père, dit-elle. Le serment de notre maison est de ne pas laisser mourir un animal blessé. Un dragon n'est pas un animal, répondit-il en colère. Un dragon est un... Mais sa voix se brisa, incapable de lui donner une réponse satisfaisante. Si les hommes du Seigneur sont tous morts, glissa Artfael en brisant le silence et en tirant sur sa barbe, qu'est-ce que cela peut bien faire? Qui peut bien savoir qu'une fille les a tués? Comment pourront-ils remonter jusqu'à nous? Kira sentit son estomac se nouer, mais elle savait qu'elle devait leur dire toute la vérité. Il y en avait un de plus, ajouta-t-elle à contre-cœur. Un écuyer, un garçon, il a tout vu. Il s'est échappé à dos de cheval. Ils la regardèrent le visage grave. Maltraine s'avança d'un air mauvais. Et pourquoi as-tu épargné celui-là? demanda-t-il. C'était juste un garçon, dit-elle. Sans armes. Il s'est éloigné à cheval, il me tournait le dos. Aurais-je dû lui tirer dessus? Je doute fortement que tu aies pu tuer ne serait-ce qu'un d'entre eux, cracha Maltraine. Mais si cela est le cas, vaut-il mieux épargner un garçon et nous envoyer vers une mort certaine? Personne ne nous a envoyés vers une mort certaine, le réprimanda son père en prenant sa défense. N'est-ce donc pas le cas? demanda-t-il. Si elle ne ment pas, les hommes du Seigneur sont morts, et c'est la faute de Volis. Ils ont un témoin, nous sommes perdus. Son père se tourna vers elle. Elle ne l'avait jamais vu avec un air aussi grave. Ce sont des nouvelles graves, en effet, dit-il en donnant l'impression d'être vieux de millions d'années. Je suis désolé, père, dit-elle. Je ne voulais pas t'attirer des ennuis. Ne voulais pas, répéta Maltraine. Non, tu as accidentellement tué 5 hommes du Seigneur. Et tout cela pourquoi? Je te l'ai dit, riposta-t-elle, pour sauver le dragon, pour sauver ton dragon imaginaire. Cela en vaut vraiment la peine. S'il avait existé, il t'aurait découpé en morceaux. Il ne m'a pas découpé en morceaux, riposta-t-elle. Cela suffit avec ces histoires insensées de dragons, les coupa son père en haussant la voix. Dis-nous la vérité, nous sommes des hommes, quoi qu'il se soit passé. Nous ne te jugerons pas. Elle se décomposa. Je vous l'ai déjà dit, dit-elle. Je la crois, dit Aidan en se tenant à ses côtés. Elle lui fut grandement reconnaissante pour ses paroles, mais en regardant les autres visages de l'assemblée, elle se rendit à l'évidence que personne d'autre ne la croyait. La salle fut plongée dans un long silence. « Ce n'est pas possible, Kira, » finit par dire doucement son père. « Cela l'est, » dit soudain une voix sombre. Toute l'assemblée se retourna tandis que la porte de la chambre s'ouvrait en grand et laissait place à plusieurs hommes de son père, qui s'avançaient en faisant tomber la neige de leurs cheveux et de leurs fourrures. L'homme qui venait de parler avait encore le visage rougi de froid et regardait Kira avec fascination. « Nous avons trouvé des empreintes, dit-il. Près de la rivière, près des corps, des empreintes bien trop grandes pour n'importe quel autre animal terrestre, des empreintes de dragon. » Tous les hommes se retournèrent vers Kira, complètement déboussolés. « Et où se trouve ce dragon, alors ?» dit Maltraine. « Les empreintes nous ont menés à la rivière, rapporta l'homme. « Il n'arrivait plus à voler, dit Kira. Comme je l'ai dit, il était blessé.
Il est tombé dans les rapides et je l'ai perdu de vue. La chambre redevint silencieuse, et il était clair que tous la croyaient désormais. Il la regardait avec admiration. Tu dis que tu as vu le dragon lui demanda son père. Elle fit un signe de tête affirmatif. Je me suis rapproché de lui aussi près que nous le sommes en ce moment. Et comment as-tu survécu? Dans le doute, elle déglutit. C'est ainsi que j'ai reçu cette blessure, dit-elle en portant la main à sa joue. Ils regardèrent sa blessure avec des yeux nouveaux, tous étonnés. Tandis que Kira faisait courir ses doigts dessus, elle sentit la cicatrice qui changerait à jamais son visage. Mais d'une certaine façon, cela lui était égal. Je ne pense pas qu'il voulait me faire de mal, ajouta-t-elle. Ils la regardèrent comme si elle était folle. Elle voulait leur expliquer la connexion qu'elle avait ressentie avec la créature, mais elle se doutait qu'ils ne comprendraient pas. Ils continuèrent de la dévisager, ébahis, et son père finit par demander « Pourquoi risquer ta vie pour sauver ce dragon? Pourquoi nous mettre tous en danger ?» C'était une bonne question à laquelle Kira ne savait pas comment répondre. Elle aurait aimé avoir une réponse, mais elle ne pouvait pas trouver de mots pour décrire ses sentiments, ses émotions, la sensation qu'elle avait marché vers son destin en s'approchant de la bête. Elle ne pensait pas que ces hommes auraient pu comprendre. Elle savait toutefois qu'elle les avait tous mis en danger, et elle se sentait terriblement coupable. Tout ce qu'elle put faire fut de baisser la tête en disant « Pardonne-moi, père !»« Ce n'est pas possible !» dit Maltraine agité. « Ce n'est pas possible de survivre à une rencontre avec un dragon !»« Sauf !» dit Andvin en regardant Kira d'une étrange façon et en se tournant vers son père. « Sauf si votre fille est là !» Son père l'interrompit brutalement, d'un simple regard. Le regard de Kira passa de l'un à l'autre, étonné, en se demandant ce qu'Andvin avait voulu dire. « Sauf si je suis quoi ?» demanda Kira. Mais Andvin détourna le regard et se tut. La pièce entière garda le silence, et en scrutant leur visage, elle réalisa que tous les hommes détournaient à présent le regard, comme s'ils connaissaient tous un secret à son sujet. Son père se releva brusquement et lui lâcha la main. Il se tenait droit, indiquant que la réunion était terminée. « Tu dois te reposer, » dit-il. Puis il se tourna vers ses hommes. « Une armée est en route, » dit-il gravement d'une voix autoritaire. « Nous devons nous préparer. »